Alors, on porte un intérêt croissant pour les menaces qui touchent le grand public, car elles sont à la fois multipliées et de plus en plus structurées. Donc avec Philippe, on va passer les 10 prochaines minutes à vous présenter deux tendances que l'on a sélectionnées. Cette première tendance, c'est le smishing. C'est une préoccupation majeure pour les internautes. Il faut savoir que le smishing existe depuis assez longtemps, 2006 pour être exact, à une période où nos téléphones n'étaient pas encore des smartphones, où leurs fonctions étaient limitées, les données que l'on stockait sur nos smartphones étaient elles aussi limitées. Donc l'intérêt pour l'hameçonnage par SMS était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ce smishing, pour autant, a bien évolué, notamment parce que avec le Covid, mais avec nos usages, le SMS est vraiment rentré dans nos vies. Il a également une certaine confiance, c'est-à-dire que quand on reçoit un SMS, on a pour habitude soit de connaître l'expéditeur, soit si on ne connaît pas l'expéditeur, quand on attend des colis, eh bien, le fait d'avoir un expéditeur non connu n'est pas forcément un frein à ce que l'on fasse confiance au SMS. Et sur 2022, et notamment, on le sait grâce au sondage MIPS, eh bien, le smishing est rentré directement à la seconde place des préoccupations des personnes qui ont été sondées. Cette attaque de smishing, donc d'hameçonnage, est une attaque qui est assez classique, hein, comme celle que l'on va trouver par email. Et elle va généralement servir à mener une attaque en un temps et ensuite en un second temps. Donc déjà, première observation, les cybercriminels sont très synchrones avec l'actualité et font preuve d'opportunisme. Donc ici, nous avons l'exemple de l'annonce des zones faibles à faible émission pour certaines villes françaises et les restrictions applicables à la vignette critères. Alors comment fonctionne cette attaque ? Le smishing nous alerte sur l'impératif d'acquérir, défaut de vignette, notre vignette critère sous peine d'amende. Donc le message est volontairement anxiogène. Le lien présent dans le smishing va nous conduire vers un faux site d'apparence officielle. Ce site d'apparence trompeuse va nous demander de saisir de données personnelles dans le cadre de la fausse commande de la vignette critère. Le site va nous demander également les coordonnées de notre carte bancaire pour régler la commande. Les coordonnées de la carte bancaire permettent à présent aux attaquants de procéder à des achats, donc classiquement, et nos données à caractère personnel vont permettre de réaliser la deuxième étape de l'attaque. Autre cas de smishing, le smishing va nous alerter dans le cadre de renouvellement de notre carte vitale. Le lien présent dans le smishing va nous conduire à nouveau vers un faux site, celui-ci est Amélie. Ce site à l'apparence trompeuse va nous demander de saisir nos données personnelles à nouveau, dans le cadre de la fausse mise à jour de la carte vitale. Le site va nous demander ensuite les coordonnées de notre carte bancaire, ce qui est assez inhabituel, pour régler les frais de port de la livraison de la nouvelle carte. Les coordonnées de la carte bancaire permettent à présent aux attaquants de procéder à nouveau à des achats. Nos données à caractère personnel vont permettre de réaliser la deuxième étape de l'attaque. Donc, quelle est cette deuxième étape, Benoît ? Eh bien, on a repéré un certain nombre de deuxièmes étapes. On voulait s'arrêter sur celle qui est parmi celles qui réalisent le plus de dégâts, notamment parce que, avec les données collectées, les cybercriminels ont une base d'informations sur leurs victimes potentielles qui est assez efficace, et qui va se transformer par des appels. Et ces appels vont être extrêmement menaçants. Ils vont également être extrêmement bien faits parce que les cybercriminels francophones, pour la plupart, avec peu d'accent, maîtrisent le langage du monde de la banque et vont se faire passer pour un conseiller dont l'objectif est d'aider la victime à ne pas réaliser un virement frauduleux. Sauf qu'en fait, leur but est bien de vous emmener vers un virement frauduleux en vous invitant à accepter un code SMS qui va permettre de débloquer ce fameux virement. Donc on sent qu'il y a une professionnalisation, une grande pression menée sur les victimes. Fort heureusement, en 2022, il y a eu des arrestations. Et on passe à notre seconde type d'étape.
Alors en effet, Benoît, donc la deuxième étape de notre arnaque va consister à exploiter les données collectées lors du smishing Amélie, carte vitale. L'attaquant va utiliser les coordonnées récoltées lors d'un sonnage pour procéder à l'usurpation, puis à la prise de contrôle d'un compte sur France Connect, puis à une souscription frauduleuse à des formations éligibles au CPF. La victime va donc perdre du crédit sur son compte CPF, l'attaquant profite de formations ou détourne le crédit vers des organismes de formation frauduleux qui rétribuent l'attaquant. Depuis le 24 octobre dernier, la mise en place de France Connect Plus devrait normalement aider à réduire le nombre de ce type d'arnaques. Dans le cas des arnaques traditionnelles vues par le passé, la loi limite à présent les actions qu'il est possible de mener sur le CPF par les organismes de formation. Donc Benoît, nous avons vu donc, cette première tendance. Quelle est la deuxième tendance observée ? Et c'est une tendance qui s'installe, qui avait déjà été repérée par cybermalveillance.gouv.fr lors de son précédent rapport d'activité. C'est le faux support technique et c'est une attaque, une arnaque qui est menée avec un scénario qui est assez similaire où la victime va voir sur son ordinateur des sons ainsi que des messages qui vont lui mettre la pression et vont l'enjoindre à appeler un numéro de téléphone afin de pouvoir résoudre le soi-disant problème que le cybercriminel a créé. Donc cette attaque est également bien orchestrée parce que le téléconseiller qui est au bout du fil va encore une fois mettre la pression, parfois même installer des logiciels et demander un paiement pour une prestation informatique qui n'est rien d'autre qu'une arnaque. Ce que l'on a noté en 2022, c'est la croissance du volume de ce type d'arnaque qui était assez cantonné aux seniors auparavant et qui s'est ouvert à d'autres populations. Et on a aussi vu que le montant unitaire de chaque arnaque avait grandement évolué, passant de quelques centaines d'euros à parfois plusieurs milliers. Donc première conclusion, la vigilance. Donc, dans un contexte fortement anxiogène, les attaquants sont manipulateurs, n'hésitent pas à insister, relancer, faire pression avec autorité pour obtenir de la victime qu'elle coopère. Dans chacune des deux tendances présentées, les préjudices pour les victimes sont la perte de moyens financiers, la captation de données à caractère personnel permettant l'usurpation d'identité. Les mesures de sécurité pour se prémunir contre ce type d'attaque ont tendance à engendrer un effet de bord négatif, à savoir une complexification des usages. Benoît, à partir de ce constat ? Eh bien, la deuxième conclusion qui reprend des éléments qui ont déjà été présentés aujourd'hui, il faut porter plainte. Alors en tant que particulier et compte tenu parfois du montant unitaire du préjudice, eh bien, on n'a pas forcément le réflexe d'aller porter plainte. On peut se dire que ce n'est pas utile. Malgré tout, pas de plainte, pas d'enquête, pas d'arrestation. Donc il faut effectivement porter plainte et on note également que le préjudice est assez important au vu des sommes totales qui ont été collectées par les cybercriminels et c'est également un préjudice qui est important pour la collectivité, notamment parce qu'il peut enjoindre une perte de confiance dans le numérique, notamment quand on commence à usurper des services de l'État tels que Critère ou Amélie. Transition. Voilà, merci. Nous avons terminé notre présentation.